Salut l'audimat, ici Mehdi pour Indécent et la brève de jeu d'octobre 2019. Ce mois-ci, les jeux sont Tiny Epic Mex, Ceylan et Black Angel. Non. Comment ça, non? Bah parce que j'en parle pas ce mois-ci, c'est tout. Ta. Le mois dernier, tu disais que t'allais parler de Ceylan, de Tiny Epic Mex et de Black Angel. Effectivement, c'est vrai que je dois une petite explication. Alors en fait, c'est tout bête, je m'y suis pris un peu tard pour découvrir le jeu, et ma découverte, plutôt ma confrontation avec la notice de règles était... Enfin bref, c'était pas simple. Alors, comme je suis quand même quelqu'un de vachement prévoyant, quand je sélectionne des jeux, j'en prévois toujours un ou deux de plus. Des fois qu'il y a un pépin du genre. Ok, tu l'as remplacé par quoi? Par Spy Life. T'es en train de m'expliquer que tu passes d'un jeu expert extrêmement prometteur, venant d'un éditeur dont la qualité n'est absolument plus à justifier, à un jeu apéro édité par un inconnu? Comme ça, sans prévenir, sans pression. Grave. D'ailleurs, vu que j'en parle en dernier, prends-le. Ça te laissera le temps d'un peu éplucher les cartes du jeu. Bon allez, bref, on fait péter le jingle. Eh, la Légion d'honneur. Allez, premier jeu de cette vidéo, Tiny Epic Mex, un jeu créé par Scott Ames, illustré par Benjamin Schulman et Roland McDonald. Il est édité en VO par Gameling Games et en VF par Pixie Games, qui s'occupe aussi de sa distribution. Tu vas pouvoir le trouver autour de 30 € dans pas mal de boutiques spécialisées a priori. Tiny Epic Mex est un jeu de combat et de programmation d'action. Tout d'abord, à l'installation, tu vas voir un plateau dont la taille et la forme vont dépendre du nombre de personnes à jouer à table. De ton côté, tu auras ta fiche de personnage qui dispose d'un pouvoir unique. Donc tu as une douzaine de personnages de mémoire et ça te permet de faire pas mal le choix. Tu as aussi une fiche de récapitulatif de règles qui va se révéler très utile, où tu vas pouvoir noter tes gains en crédit et en énergie, les deux ressources du jeu. Et tu as ton pion ainsi que sa super armure, sachant que ta fiche de personnage a un côté aussi pour gérer les règles de la super armure. En plus de ça, tu as pas mal de cartes d'armes que tu vas pouvoir acquérir pendant le jeu et une ribambelle de pions qui correspondent à ces armes que tu vas pouvoir fixer à tes meeples ou à ta super armure ou au méga mech. Mais ça, on y viendra un peu plus tard. Ton but va être de gagner le plus de points de victoire, bien entendu, à la fin de la 6e manche. Un tour de jeu va se passer toujours de la même façon. Chaque personne va programmer son tour en même temps que les autres. On va avoir le droit de poser 4 cartes qui vont représenter l'intégralité des actions de la manche. On les résoudra de gauche à droite en commençant par le premier joueur, puis la deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, on passera aux deuxièmes actions et ainsi de suite jusqu'à la 4e. Chaque carte disposera de 2 effets. Le premier est indiqué par une flèche et te donne simplement la direction dans laquelle tu te déplaces d'une case. Ensuite, tu as la possibilité de réaliser une action et là, t'en as plusieurs. Première action, collecter. Et ben là, c'est simple, tu collectes un crédit et ou une ressource pour chaque tuile que tu contrôles par un pion, par une tourelle ou par une mine. Ensuite, tu peux déployer une mine sur la tuile où se trouve ton personnage. Ça te coûtera autant de points de crédit que la valeur indiquée sur la tuile. Il en va de même pour déployer une tourelle, mais en payant un coût d'énergie. Tu peux aussi te booster, et là, tu as 2 utilisations. Soit tu te soignes, ça te permet de regagner 2 points de vie pour chaque énergie dépensée. Ou alors tu peux faire passer ton statut de pilote, donc le pion que tu as au début, à celui d'armure de combat, qui te permet d'avoir plus d'armes à disposition sur toi. Tu peux également acheter une arme parmi celles qui sont disponibles. Alors tu as 2 catégories, tu as les armes basiques et les armes avancées. T'as pas de limite d'achat de cartes, par contre ton pion ne dispose que de 2 emplacements et de 4 si tu es dans ton armure de combat, ou dans le super mech, sachant que ce dernier n'accepte que les armes avancées. Tes armes inutilisées sont dans ta réserve et tu peux switcher au début du tour, à la fin du tour, ou alors quand tu changes de statut. T'as aussi 2 cartes un petit peu spéciales qui te font aller tout droit mais en faisant un double saut, donc en sautant une case, et une autre carte te permet d'aller en diagonale. T'as une petite subtilité à propos du méga mech, c'est que tu peux en prendre le contrôle. Si tu arrives sur sa tuile, que le méga mech est vide, que tu es full en points de vie et que tu es en armure de combat, tu peux en prendre le contrôle. Alors attention, à partir de là, tu ne peux plus l'équiper d'armes basiques et tu ne peux plus le quitter avant d'être KO. Et bien entendu, tu ne peux pas te soigner tant que tu es dans cette armure. Ensuite, il y a le système de combat. Bon, ça se déclenche simplement quand tu rentres sur la tuile occupée déjà par un adversaire. La personne qui déclenche le combat gagne un point de victoire et a le droit de frapper en première. Ensuite, on va à tour de rôle, en se passant la main un peu comme au ping-pong, jusqu'à que quelqu'un batte en retraite.
À chaque fois que tu utilises une arme, tu l'inclines à 90 degrés pour indiquer qu'elle est épuisée. Tu ne peux plus l'utiliser durant le combat. Si toutes tes armes sont épuisées ou que tu tombes KO, tu bats en retraite. Forcément, l'adversaire va gagner un point de victoire, sachant que tous les dégâts que tu as infligés te font gagner des points de victoire aussi. Dans tous les cas, si t'es KO, tu redeviens un simple pilote, que tu sois dans le Megamech ou dans ton armure de combat. Tu réinitialises tes armes un peu comme tu veux et comme tu peux, et tu remets tes points de vie à bloc. Quand tu perds un combat, tu passes pour le reste de la manche en mode ad hoc, c'est-à-dire que toutes les cartes que tu as programmées reviennent dans ta réserve, et en fait, tu vas pouvoir jouer à peu près ce que tu veux, sans avoir à programmer en avance. À la fin des manches 2, 4 et 6, on va récapituler les gains de points de victoire. Chaque mine posée de ta couleur va te rapporter autant de points que la valeur des tuiles qu'elles occupent. Idem pour les tourelles, sauf que ce score est multiplié par 2. La tuile de ton personnage rapporte autant de points de victoire, et bien sûr, si tu es dans le Megamech, tu gagnes 3 points de victoire. Sachant que le fait de monter dedans te rapporte aussi préalablement 2 points de victoire. Donc ça fait quand même un gros gain. À la manche numéro 6, tu fais exactement pareil que les deux autres fois, sauf qu'en plus tu ajoutes le score des armes que tu as achetées. Je peux avoir un animal de compagnie. Même une licorne. Allez, passons au bonus-malus désormais, et on va commencer par le matériel. Premier bon point, les item meeple et les combinaisons, les mechas. Il n'y a pas à chier, le jeu est vraiment bien chiadé. Il y a du beau matériel, des pièces très différentes les unes des autres, que ce soit des cartes ou des pions ou les item meeple. Bref, le prix de 30 € est vraiment et totalement justifié. Ensuite, il y a l'utilisation très facile du matériel. Tout se punch très facilement, les mechas et les super armures s'ouvrent et se ferment très facilement aussi. C'est bien de faire un jeu avec un matos qui claque, mais le rendre facile d'utilisation, c'est mieux. Et ici, on peut dire que la réalisation éditoriale est impeccable. Bon, et puis, comme pour les autres Tiny Epic, la taille de la boîte est un argument de poids. Ensuite, t'as les visuels qui sont cool, qui sont frais, qui sont colorés et qui sont bien réalisés aussi. Ça fait bien ressortir le côté télé-réalité hardcore présenté dans le pitch du jeu. C'est too much, c'est flashy, c'est assez bigarré, c'est badass, bref, que demander de plus. Côté malus, je n'aurai qu'une petite récrimination, c'est les marqueurs, donc les tourelles, les mines, les marqueurs de points de victoire, les marqueurs de points de vie, de crédit et d'énergie. Ils sont un poil trop petits. Alors oui, je sais, le format veut ça, c'est totalement vrai, mais des cubes en bois auraient amplement suffi à mon avis. On passe aux règles désormais, et premier bonus, le cœur du tour de jeu, la programmation d'action. Bah, c'est très cool, c'est très bien fait, ça met une sale tension à table. Chaque tour de jeu que tu programmes peut totalement être salopé par l'action de quelqu'un d'autre qui viendrait foutre une tourelle ou une mine, sachant que ces dernières t'infligent des dégâts. Enfin bref, ça tourne vite et puis t'as pas le temps de voir venir les choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a la fluidité du combat. C'est rapide, on fait ça un peu comme au ping-pong jusqu'à que quelqu'un n'ait plus de cartes disponibles, qui bat en retraite, fait gagner des points, etc. Enfin ça se fait rapidement, en 2 minutes chrono, un combat est en général terminé. Ensuite, il y a la tuile personnelle où tu recueilles les crédits et l'énergie. Bah t'as plein de petits rappels de règles et franchement, ça te sauve la vie. De faire attention à ça, franchement il y a plein de petits rappels de règles dessus sur lesquels il faut faire gaffe, notamment pendant ta première partie. Passons au malus, désormais, car il en dispose de quelques-uns, et premier d'entre eux, la notice. Elle est peu claire sur certains points, les exemples sauvent quand même la mise là-dessus, mais c'était un poil confus. Alors ensuite, 3 fois rien, mais il y a des coquilles issues de la traduction, j'ai vu des and et des si dans la notice, qui ne gênent pas véritablement la lecture, mais qui sont quand même un poil embêtants. Et ensuite, j'ai un petit souci avec une des règles du jeu, le mode ad hoc. Alors, je sais que ça signifie que t'en as pris plein la tronche pendant un combat, parce que t'as battu en retraite, forcément, mais de là à choisir toutes tes actions au moment de la jouer, sans avoir à programmer en avance, je trouve ça un peu trop balèze. Allez, on passe à la rejouability du jeu. Est-ce que j'y joue volontiers après une première partie? Oui, sans équivoque. Petit point bonus, le nombre de pilotes. Alors chaque pilote a un pouvoir bien spécifique de gagner des crédits sur telle situation, de l'énergie, d'encaisser moins de dégâts si une tourelle ou une mine te défonce la tronche, etc. Enfin bref, ça donne un vrai bon point et ça peut vraiment retourner l'ambiance d'une partie. Ensuite, il est radicalement différent à 2 qu'à plus. À 2, tu vas jouer plus sur le placement de ton personnage et moins sur le combat. Alors qu'à 3 ou 4, le combat est inévitable en fait. Donc il y a tellement de personnages sur le plateau que forcément, il y a un moment donné où tu vas devoir mettre des coups de masse électrique. Côté malus, je n'en aurai qu'un seul. J'ai un petit doute sur la rejouabilité du mode à 2 joueurs. Ouais, je trouve que ça manque un poil de souffle par rapport au reste. On pourrait jouer 2 personnages chacun, mais question programmation, ça serait un peu le bordel.
Bref, en attendant de tomber sur une variante, je te conseille d'y jouer plutôt à 3 ou 4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Tiny Epic Mech dans cette sélection? Eh ben c'est assez simple. Déjà, j'adore la gamme des Tiny Epic. Bon, il y en a que je kiffe moins que d'autres, mais globalement, la gamme arrive à se renouveler de jeu en jeu. Et puis, faut dire que je kiffe les Item Meeples. Après, tu peux vraiment avoir moyen de la jouer tactique sur ton placement, ton positionnement, tes déplacements, sans avoir à chercher trop des noises à tes adversaires. Bon, et ok, des robots, des mechas, des super armures, des fusils laser et des masses de guerre électriques, c'est cool. Voilà. Un attentat! Allez, on passe au deuxième jeu de cette sélection, Ceylan, édité par Funny Fox en VF, créé par Chris et Suzanne Zinsley. Tu vas pouvoir y jouer de 2 à 4 personnes pendant 30 à 45 minutes. Alors Ceylan est un jeu de gestion de ressources, d'optimisation. C'est un peu un jeu à moteur, comme tu peux le voir dans Splendor, Century ou Space Explorers. Tu vas avoir un plateau de 4 zones, qu'on appelle des districts, qui contiennent chacune 11 cases. Au début de la partie, tu vas poser des tuiles de couleur marron sur le plateau qui vont créer différents niveaux de hauteur. Tu vas avoir le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. Tu as ton pion personnage qui est sur un jeton plantation, ainsi qu'avec une feuille de thé à ta couleur. De ton côté, tu as ton plateau individuel, avec des emplacements pour les contrats. On y reviendra par la suite. Et tu noteras qu'il y a les feuilles de thé qui vont t'aider à avancer dans le jeu. Tu peux aussi stocker ton argent et tes cubes de ressources. Le but est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie en étant majoritaire sur les secteurs clés du jeu. L'argent restant à la fin de la partie, le nombre de contrats réalisés, le développement technologique et ta présence en plantation sur chaque district. Le tour de jeu va se passer comme ça. Tu vas avoir 3 cartes en main et tu vas en jouer une parmi celles-là. Tu noteras qu'il y a deux côtés, 2 actions différentes par carte et tu peux la poser sur la défausse du côté que tu veux. Le joueur actif ayant posé la carte joue l'action située en haut et ensuite les autres personnes joueront l'action du bas. Il est aussi possible de choisir l'une des 2 actions du milieu qui sont appelées des actions alternatives. Tu as 5 actions principales et 2 actions alternatives. Tout d'abord, il y a l'action planter. Alors là, c'est simple, tu payes 5 roupies et sur la case où se situe ton personnage, tu mets un jeton plantation et tu mets une feuille de thé de ton tableau individuel. Tu notes que ça libère à nouveau un espace, on y reviendra par la suite. Autre action disponible, récolter. Alors là, c'est sur la case où tu te trouves ou sur une case adjacente, même si elle appartient à un adversaire. À ce moment-là, ce dernier gagne un point de victoire. Tu récoltes un cube de thé en fonction de la hauteur de la plantation. Au niveau 0, 1 ou 2, tu récolteras respectivement un cube noir, vert ou blanc. Tu stockes le cube sur la zone dédiée de ton plateau individuel. Tu peux également commercer. Alors c'est là que les cubes sur ton plateau et les emplacements libérés par les plantations entrent en jeu. Si tu as la bonne combinaison de ressources, tu choisis une tuile contrat adéquate, tu défausses tes ressources et tu choisis entre un gain de points de victoire ou un gain d'argent. Tu poses ensuite cette tuile contrat sur ton plateau individuel à un emplacement libre. Si au cours de la partie tu cumules plusieurs tuiles de la même compagnie, elles vont aller sur la même case, tandis que si tu en mets des différentes, elles vont forcément s'étaler sur plusieurs cases. Pour ça, il faut donc que tu aies débloqué des emplacements en posant des plantations. Avant-dernière action, engager un conseiller. En payant 5 roupies, tu peux engager le conseiller du district où se trouve ton personnage. Ça va te permettre 2 choses. D'abord, ça va te donner un pouvoir, te déplacer pour moins cher ou planter du thé pour moins cher par exemple, et ça te donnera la possibilité de gagner des points de victoire en fin de partie si tu as des plantations sur ce district. Et enfin, tu peux développer la technologie, tu payes 5 roupies et tu avances d'un cran sur la piste adéquate. À chaque fois, tu gagnes un jeton technologie, tandis que les autres vont gagner une roupie. Ce jeton technologie est très simple, tu peux l'utiliser pendant ton tour où tu es joueur actif, donc quand tu joues une carte, afin de jouer une des 5 actions principales, en plus de la carte que tu viens de jouer. Ensuite, il y a les actions alternatives. Si les actions principales t'arrangent pas ou que tu veux faire autre chose, tu as le choix entre gagner 2 roupies ou déplacer ton personnage d'une case. Alors tu peux le déplacer de plus de cases, mais il faut payer. La fin de la partie arrive quand le paquet de cartes est épuisé, ou quand quelqu'un a libéré tous les espaces de son plateau individuel. On va compter les points en fonction de plusieurs paramètres. Tout d'abord, on compte ceux qu'on a glanés pendant la partie. Et ensuite, on va regarder qui est majoritaire dans chaque district, qui est majoritaire en termes de possession d'argent, qui est majoritaire sur la piste de technologie. Et là, tu gagnes 10, 6, 3 ou 1 point, selon si tu es premier, deuxième, troisième ou quatrième. Sachant que tu ne gagnes des points sur les districts que si tu as acheté le conseiller. Et pour finir, tu perds 2 points par feuille de thé restant encore sur ton plateau. Les égalités sont systématiquement départagées grâce à l'avancée de la piste technologie. Ah, le burn-out, les accidents. Les accidents.
Passons au bonus-malus désormais, en commençant par le matos. Et premier bon point, les illustrations. Elles sont extrêmement qualitatives. J'adore la tronche de la boîte, le visuel du plateau, les cartes, la notice, les pions, bref, tout est vraiment élégant. Ensuite, tu as la qualité du matos. Hein. Les jetons, les cartes, les pions sont vraiment assez solides, assez qualitatifs. On prend plaisir à les manipuler en jouant. La notice et le plateau individuel sont vraiment très agréables à la lecture. On repère très vite les choses, les icônes, ce qui aide à fluidifier la partie, bien sûr. Mais voilà, là, il y a une maquette impeccable. Côté malus, je n'aurai que deux petites choses. Il y a le choix de couleurs des pions. Alors, il y a du bleu, du jaune, donc ça va. Après, il y a du rose et un espèce de violet-marron. Je t'avoue que ces deux dernières couleurs-là, on galère un peu à les différencier sur un plateau. Il faut vraiment jouer en très bonne luminosité. Et encore, c'est un poil pénible, il y a pas mal de confusion là-dessus. L'autre malus, c'est les tuiles individuelles. C'est le seul matériel à la qualité un poil faible à mes yeux. Les tuiles gondolent assez facilement et se cornent assez vite. On passe aux règles. Premier bonus, l'originalité de l'interaction. Cette façon de faire jouer un tour de jeu, avec cette double carte qui te donne l'opportunité de choisir ce que tu vas faire et ce que tu imposes aux adversaires, c'est super bien trouvé, c'est super bien foutu. Et entre t'avantager, mais potentiellement avantager les adversaires, et t'avantager un peu moins pour les bloquer, ça va vraiment être important à chaque tour. Parce que tu peux vraiment te faire blouser pendant ton tour par un adversaire qui utilise l'action principale. Toujours côté interaction, y a l'interaction entre les personnes qui jouent. Alors elle est indirecte, hein, tu voles rien, tu attaques que dalle, tu ne voles aucune ressource. Mais par contre, il y a cette ambiance de course contre les autres personnages en fait. Je pense que c'est vraiment très très pénible à Ceylan de jouer dans son coin parce que tu n'arriveras pas à faire grand chose. Il va quand même falloir à un moment donné que tu ailles taquiner les autres, se mettre sur les districts sur lesquels ils s'étaient placés, essayer d'acheter un conseil avant, essayer de les taquiner sur la petite technologie. Bref, c'est très intéressant. Ensuite, tu as la fluidité. C'est propre, c'est nickel, ça avance vite. Tu lis la notice, tu joues directement après. Le moindre problème que tu as est réglé par la lecture de la notice ou de ta tuile individuelle. Voilà, de ce côté-là, c'est vraiment du très bon boulot aussi. Côté malus, je n'ai qu'une petite chose. Alors, c'est la variante qui est proposée. Alors, elle est très bonne, parce que c'est une tuile cachée que tu attribues à chaque personne et qui est à usage unique, qui ne se dévoile qu'au moment où tu l'utilises. Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi elle est placée en variante. Parce qu'elle ne perturbe pas vraiment la mécanique du jeu, ça ne rajoute pas une épaisseur incommensurable de règles. Quitte à faire des variantes, autant trouver autre chose à mon avis. Cette variante-là de la notice mérite très bien sa place dans le corps de règles principal. Bref, c'était un petit pinaillage, mais ça m'a un peu fait tiquer. Ensuite, on passe à la rejouabilité. Est-ce que j'y rejoue une deuxième fois après la première partie? Oui. Ça s'épuise pas, chaque partie se renouvelle bien, c'est très bien de ce côté-là. Autre point positif, le fait qu'on puisse y jouer indifféremment à 2, 3 ou 4. La seule différence quand tu es à 2 joueurs, c'est que tu enlèves un district. Il n'est pas jouable pendant la partie. Mais l'intérêt de jeu est le même. C'est vraiment une bonne chose, ça n'est pas un jeu qui commence faussement à 2, mais en fait qui est plus intéressant à 3 ou 4. Bref, tu le sors à peu près avec n'importe qui. Ça peut vraiment être une bonne alternative à des jeux comme Catan. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Ceylan de chez Funny Fox? Au début du mois dernier, j'ai été à Paris pendant quelques jours et j'ai été à la boutique des cartes École et il y a un des vendeurs qui m'a fortement recommandé de jouer à ce jeu-là. Ensuite, l'autre raison qui m'a fait me pencher dessus après cette partie de découverte, c'est les bouleversements qu'il y a eu chez Gigamic dernièrement. Avec le rachat par rachette, il y a 2 studios d'édition qui naissent. Donc il y a Funny Fox, qui débarque avec son premier jeu, Ceylan donc. Et il y a aussi Studio H qui est dirigé par l'ancien boss de chez Matago. Et les 2 prochaines sorties qu'il propose semblent tabassées, ni plus ni moins. Bon, c'est peut-être un peu trop de hype, hein, on verra en brut quand le jeu sortira, mais en tout cas, ces 2 studios semblent très très prometteurs et je vais suivre ça de près. Donc forcément, me pencher sur Ceylan me semblait logique. Au cinéma. Allez, on enchaîne avec le 3e jeu de cette sélection, Smile Life, édité, illustré et créé par Alexandre Seba, qui est distribué par Mat Distribution et trouvable à un prix en boutique d'autour de 20 €. Le système fonctionne comment? C'est assez simple. On va avoir un gros tas de cartes, et la partie se termine quand ce paquet de cartes est épuisé. Il faut alors avoir collecté le plus de smiles pour gagner la partie. Le tour de jeu va se passer assez simplement, tu vas avoir 5 cartes en main, tu vas jouer une de ces cartes, en piocher une autre et passer la main à la personne de gauche. Quand tu poses une carte, tu peux la poser devant toi. C'est souvent pour des événements positifs, comme des études, un métier, un mariage, un enfant, etc. Tu peux la poser aussi chez un adversaire.
C'est souvent pour le faire chier, un divorce, un attentat, un licenciement, une maladie, et tu peux aussi choisir de la défausser simplement. Alors, t'as un peu plus de règles que ça, bien sûr, il faut accumuler des smiles, comme je te le disais, et pour ça, il va falloir faire des combinaisons de cartes. T'as les cartes études d'abord, elles vont te permettre d'accéder à certains métiers, comme gourou, bandit, avocat ou médecin. Plus un métier te demande d'études, plus il t'accorde de l'argent. Par exemple, un métier qui aurait un salaire de 2 te permet de cumuler autant de cartes salaire de niveau 1 et de niveau 2 que tu le souhaites. Cet argent sert à quoi? Eh bien, il va te permettre d'acheter des maisons, il va te permettre d'acheter des voyages, des bons moments comme ça, qui vont t'apporter des smiles. Tu peux aussi gagner des smiles en flirtant, en te mariant, en ayant des enfants. Bien sûr, il faut compter sur la malveillance profonde de certaines cartes et de tes partenaires de jeu. Allez, on passe au bonus-malus en commençant par le matériel. Premier bon point, bah le thème. Ça parle à tout le monde, tu peux le sortir avec n'importe qui. Moi, ça me rappelle le vieux jeu Destin, dont les jingles publicitaires hantent encore mon esprit. Autre bon point, bah il n'y a pas de superflu, c'est que des cartes. Donc toutes les ressources, tous les gains de points de victoire que tu as en jeu sont inscrits sur les cartes. Donc t'as pas de chichi. C'est vraiment super lisible, super facile à regarder, à observer, à savoir où sont les autres. Vraiment un très bon point de ce côté-là. Côté malus, bah, je n'en aurai qu'un, c'est l'aspect visuel, pour lequel j'accroche assez peu. La couverture de la boîte est trop chargée, il y a trop d'informations visuelles dessus, à mon sens. Et le choix de mettre majoritairement des couleurs bleu ciel, rose clair et jaune poussin, bah, bon, j'accroche pas. C'est une question de goût personnel, hein, bien sûr. On passe aux règles désormais. Premier bon point, bah, il est super accessible. Tu le sors quand tu veux. T'as une bonne ambiance qui se dégage en jouant à Smile Life, hein, que tu sois sobre ou pas. Même si jouer avec quelques verres, ça rajoute un côté sympa. Ensuite, t'as la notice qui aide bien, donc les maigres problèmes que tu peux avoir sont très bien expliqués. Ouais, et puis il faut dire qu'il est petit, donc du coup ça correspond assez bien à un jeu d'ambiance. Ça sera un peu moins gros à transporter qu'un TTMC par exemple, aussi excellent ce dernier soit-il. Donc voilà, c'est un bon point en été ou en hiver. On passe à la rejouabilité. Est-ce que j'y rejoue après une première partie? Oui. Oui, forcément, en soirée, c'est un jeu que tu sors assez facilement. En plus, l'éditeur s'est quand même cassé la tête à proposer des variantes. Et t'as pas mal de trucs sympas, comme le jeu en binôme, un jeu chronométré, un objectif de smiles à obtenir. Côté malus, sur la rejouabilité, il y a le manque de renouvellement dicté par le format du jeu. Donc ça, c'est le format qui veut ça. C'est un jeu un peu calibré comme un Limit ou un Blanc Manger Coco. Alors certes, t'as 200 cartes, mais est-ce que ça ne s'épuise pas trop vite? C'est la question que je me pose. Alors, il y a les variantes de l'éditeur proposées sur son site, et puis peut-être qu'il y a des extensions qui vont venir rajouter des cartes, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce format-là ne limite pas sèchement la rejouabilité du jeu? Bon, après, je suppose que, en ne sortant pas le jeu à chaque soirée, ça doit pouvoir passer. Alors, pourquoi j'ai choisi Smile Life dans cette sélection? Eh bien, parce qu'il m'a bien fait marrer, globalement, en fait, c'était un jeu fun, frais. Puis t'as un peu le délire à la 7 match que j'avais chroniqué le mois dernier dans Bref de jeu. Une auto-édition, quelqu'un qui s'est lancé tout seul comme ça. Bref, c'est plutôt balèze et cool à entendre comme histoire. Et bien après avoir longuement pesé le pour et le contre sur chacun des jeux à travers plusieurs parties, c'est Tiny Epic Mex qui remporte mon coup de cœur du mois d'octobre 2019. Alors faut dire que j'ai lourdement hésité avec Ceylan. Cela dit, je pense que Ceylan est un jeu que je sortirai moins que Tiny Epic Mech, parce qu'il correspond un peu moins à ce que je kiffe en termes de jeu. Tiny Epic est pile poil dans ce que je kiffe en fait. La programmation, un jeu assez accessible mais profond, un matériel qui a une gueule très peu commune, et puis le format permettant d'y jouer n'importe où sans avoir à le transposer dans une autre boîte. Alors cela dit, les deux sont presque à égalité pour moi ce mois-ci. Alors, je kiffe Tiny Epic Mech, mais je pense que Ceylan a le plus de chances de gagner des dominations et voire des prix à des concours comme l'As d'Or. Même si ça serait cool que Pixie Games soit récompensé pour son énorme travail aussi. Eh bien c'est désormais la fin de cette brève de jeu du mois d'octobre 2019. Est-ce que t'as autant kiffé cette vidéo que j'ai kiffé Tiny Epic Mex? Eh bien dans ce cas-là, un petit pouce bleu est le bienvenu, et tu serais vraiment bien urbain si tu venais à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésite pas à échanger en commentaire sous la vidéo YouTube à propos des jeux dont je viens de parler, et puis donner ton avis sur cela. Sachant que tu peux aussi faire ça sur les réseaux sociaux de l'internet mondial, que sont Facebook, Twitter et Instagram. Bon, j'ai déjà posé la question le mois dernier, je la repose encore là en espérant que tu tiennes parole, mais tu parleras de quoi en novembre? Eh bien le mois prochain, je te parlerai de Napoléon Saga, d'Œuf Cube édition, Bruxelles 1897, édité par Geek Attitude Games, et d'Ephéméris, édité par DTDA Games. Tu promets qu'il n'y aura pas d'arnaque? Non, rassure-toi,
cette fois c'est bon, il n'y aura pas de pépins. Eh bien, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos, et d'ici là, excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine! J'espère que tu la vois, cette carte de stripteaseur. Je sais pas pour toi, mais moi ça me rappelle quelqu'un.